Bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui parle à la rencontre de créatifs qui donnent vie à leurs idées. Aujourd'hui, nous recevons Marion Point, graphiste et illustratrice nantaise. En 2020, continuez à partager ce podcast autour de vous et à noter 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Retrouvez aussi l'illustration de Marion sur le site podcastlegouter.com. Bonne écoute. Miam 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 miam. Bonjour Marion, Salut Arthur. on est à Nantes. Ouais, à côté. Et là, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, classiquement en fait Et moi je m'appelle Marion Point. C'est pas mon vrai nom, c'est mon nom d'artiste. Je suis graphiste et illustratrice. En graphisme, je fais principalement du logo pour des entreprises qui se lancent. Je les accompagne sur leur identité visuelle pour créer tout leur univers. Et en illustration, je travaille pour tout type de clients, sur tout type de support. Généralement, c'est pour souvent simplifier un message qui est un peu compliqué à l'écrit. Je travaille par exemple des illustrations pour des sites web où il y a beaucoup de texte et où il faut animer un peu. Et je fais aussi une partie où je fais des illustrations pour du packaging. Et souvent, c'est mes illustrations de Nantes qui sont réadaptées sur du packaging par des marques qui aiment bien mon travail. Comme la mini Volkswagen de Nantes il y a un an. Ouais, il y a un an, j'avais fait un partenariat avec la concession Mini à Nantes pour faire l'habillage véhicule avec mes illustrations de Nantes. Et du coup, avant d'en arriver là, qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour les gens qui nous écoutent? Comment es-tu devenue graphiste illustratrice? T'as fait une école, t'as appris sur le tas, Alors j'ai fait un bac STI art appliqué. Je crois que ça a changé de nom depuis, ça doit être ST2A ou quelque chose dans ce style. Ok. Du coup, art appliqué, contrairement aux beaux-arts par exemple, c'est qu'on ne travaille pas tant sur la démarche artistique, l'univers de l'artiste, mais sur de la création appliquée à un secteur d'activité. Donc c'est soit le graphisme, soit la mode, soit le design d'espace. Il y en a un quatrième que j'oublie, design d'objets. Ok. Du coup, voilà, c'est vraiment appliqué à un domaine d'activité. Et ensuite, j'ai fait un BTS communication visuelle. Donc, du coup, j'ai choisi le domaine d'activité graphisme. Ok. Du coup, est-ce que t'as été directement freelance ou t'as été en entreprise? Je ne sais pas, enfin, t'as fait... Un peu des deux. J'ai fait, après mon BTS, j'ai fait une licence professionnelle en multimédia, parce qu'en fait, en BTS, on pouvait se spécialiser soit en graphisme print, c'est-à-dire tout ce qui est support imprimé, soit en graphisme web. Du coup, moi, le print m'attirait plus, mais on n'a pas du tout, on s'est pas mélangé, quoi. On n'avait pas du tout de cours de web. Et à la fin de ma formation, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage de pas du tout savoir faire de web, alors que c'est ce que tout le monde demande et ce dont tout le monde a besoin. Donc j'ai fait une licence pro multimédia et j'ai fait un stage de 3 mois dans une entreprise e-commerce à Paris. Et donc après, je suis revenue sur Nantes et j'ai cherché du travail. Et j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur parce que j'avais cette entreprise qui pouvait me faire travailler sur des petites missions, des bannières, etc. Et puis j'avais un réseau dans l'associatif aussi qui pouvait me faire travailler sur des affiches, des illustrations pour des concerts. Donc j'avais vraiment pas pour projet de me mettre en freelance, en tout cas de démarrer mon parcours comme ça, mais en fait je voulais rester sur Nantes parce que mon expérience à Paris c'était pas super bien passé au niveau de la vie parisienne, pas de l'entreprise mais de la vie parisienne. Enfin, j'étais devenue asthmatique à cause de la pollution et tout, donc je préférais vraiment rester chez moi avec mon climat océanique. Et du coup, sur Nantes, le secteur est super bouché pour trouver du travail en agence quand on débute. C'est très compliqué. Donc j'ai fait des petites missions en intérim dans plein d'agences nantaises pendant 6-7 ans. Et en parallèle, du coup, j'avais toujours mon statut et je faisais de plus en plus de contrats. Et puis au fur et à mesure, la balance s'est inversée et
On m'a proposé un CDI en agence et j'ai dit non, en fait, finalement, c'est le freelance qui m'intéresse. Donc, ça fait bientôt 10 ans que j'ai le statut, mais ça fait 3 ans que je suis vraiment lancée en freelance et que c'est mon objectif de rester freelance et pas de trouver un travail en agence. Ah ouais, donc en fait, petit à petit, tu t'es fait ton réseau, tu t'es amélioré peut-être aussi, tu as appris des techniques, et ça Oui, a monté, puis j'ai changé d'avis aussi, parce que vraiment, j'étais pas partie pour être indépendante, je voulais vraiment bosser en agence, et puis déjà le fait d'en découvrir plusieurs et de voir comment ça fonctionnait dans diverses agences, de voir quel type de clients elles avaient, en fait je me suis rendu compte que c'était très, comment dire, très limité généralement. Il y a des agences qui bossent sur tel type de client, uniquement ça. Parfois même, quand tu es salarié dans l'agence, tu ne travailles que sur un client et pas sur les autres, c'est d'autres équipes qui bossent sur les autres. Et moi, du coup, ça m'embêtait de perdre cette liberté que petit à petit je gagnais en indépendante, de pouvoir avoir des clients super différents, super variés et d'être créative dans plein de domaines différents, quoi. Ok. Bah du coup, je vais te poser la question maintenant classique. Est-ce que tu kiffes être freelance, ton métier, maintenant? Bah ouais, sinon j'aurais pas dit non au CDI. Ouais, ça me plaît, j'aime bien choisir mes clients, j'aime bien organiser mon temps comme je souhaite, j'aime bien rester à la maison, travailler en pyjama si j'ai envie. J'ai souvent envie de travailler en pyjama, honnêtement. Elle n'est pas en pyjama. Non, je me suis habillée pour le podcast. Voilà, j'ai un chien, tu vois, à la maison, donc c'est hyper cool de pouvoir bosser avec son chien. C'est mon meilleur collègue. Il a des horaires un peu... Oui, il me donne des horaires fixes. C'est pire qu'un patron. C'est-à-dire que le matin, il faut qu'il mange, et le soir, il faut qu'il se balade. Et il est réglé comme une horloge suisse. Quand tu étais en agence, c'est les gens qui allaient chercher les clients pour toi. Là, maintenant, c'est toi qui dois chercher des clients. Cette partie commerciale, comment tu la sens ? C'est compliqué, en fait, quand on est graphiste ou illustrateur freelance, c'est difficile le démarchage tel qu'on l'entend, c'est-à-dire on fait pas du porte-à-porte ou du démarchage téléphonique, ça marche très peu. Même d'envoyer les books par mail, ça marche pas beaucoup. Je pense vraiment qu'il faut être le plus présent possible sur les réseaux sociaux, avoir un site en ligne, essayer d'être bien référencé. Et après, c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne. Aller à des soirées entre freelance, par exemple avec Bande à part, dont Alix t'avait parlé dans un précédent podcast, ou des soirées avec des entrepreneurs, des réseaux business. Il faut vraiment rencontrer le plus de gens possible et faire connaître son travail. Moi, je sais que d'être présente avec mes affiches dans des boutiques, ça m'aide beaucoup à me faire connaître, parce que quand le bouche à oreille fonctionne et qu'on dit est-ce que tu as pensé à Marion Point pour ce boulot, les gens te disent « Ah, j'ai déjà vu ces affiches, ça me parle ». Et ça m'aide. Ah, c'est vrai. Mais du coup, c'est plus de la prospection physique, entre guillemets, que Internet ? Ouais, c'est ça. C'est plus de la prospection indirecte, en fait. Tu prospectes pas vraiment dans le sens où on l'entend, c'est vraiment pas du démarchage commercial. 50 appels le matin et c'est parti. Des vendeurs d'encyclopédies qui faisaient du porte-à-porte. Mais parce que ça, on n'a pas le temps de... Ça prend un temps fou d'appeler, d'envoyer des mails, etc. pour un retour sur le temps que ça te prend, qui est faible, en fait. Donc je pense qu'il faut laisser le bouche à oreille se faire et du coup essayer de faire bonne impression à tes clients qui te rappellent et qui te recommandent à d'autres gens. Ça, c'est la meilleure manière de se faire connaître, je pense. Niam, 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 niam. Du coup, on arrive dans la partie inspiration et ton univers. Ouais. J'avais noté 3 mots. Tu m'as déjà dit que 1, c'était pas forcément une inspiration, mais le jaune, les briquets et Nantes. Ouais. Oui, les briquets, c'est pas forcément une inspiration, c'est plutôt une collection bizarre que j'ai. Je sais pas trop d'où c'est parti, mais j'aime bien ramener des briquets quand je voyage.
Donc je vais toujours dans les boutiques souvenirs kitsch où il y a les boules à neige et les mugs. Et je cherche le briquet le plus kitsch ou représentatif de la ville où je suis. Ouais, en plus c'est pas mal parce que ça prend moins de place qu'un mug. Ouais. Donc c'est cool, dans une valise tu peux en prendre plusieurs. Moi j'en prends qu'un à chaque fois parce que sinon j'en ai trop. En plus je fume pas donc tu vois je m'en sers très peu. J'ai même pas vu la collection de briquets. Je m'en sers pour allumer mes bougies. Bah il y en a un peu partout en fait. Si tu te balades chez moi t'en trouveras. Ceux qui fonctionnent sont un peu partout chez moi et ceux qui fonctionnent plus sont tous dans la même boîte. Non, j'en ai vu un il y a... Alors du coup maintenant on est en février mais c'était en novembre. T'avais ramené un briquet de Paris. De Paris, oui. Ouais, j'étais en formation à Paris et j'ai cherché des boutiques touristiques uniquement pour ramener mon briquet. Non, c'est drôle, je trouve, le briquet. C'est un signe de fabrique. Ouais. C'est comme du coup, le jaune, facile. Ouais, le jaune, c'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est joyeux et... Moi, je suis d'accord. T'essayes de mettre un peu de jaune dans chaque illustration ou... Dans mes illustrations, oui, souvent il y en a. Dans les illustrations pour les clients, j'essaye. Les clients partagent pas toujours ma passion. Donc des fois on me dit non. Et moi j'avais remarqué un truc, donc j'ai mis Nantes, c'était par rapport à tes histoires de Nantes, même plus que Nantes, des histoires de Nantes. Ouais. Tu peux nous dire d'où ça vient ces histoires-là, comment tu fais pour les trouver En fait, moi, ma formation de base, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est graphiste et pas du tout illustratrice. Et en fait, pendant mes études, j'aimais bien dessiner des personnages parce que ça faisait partie des cours un peu annexes qu'on avait, ou des cours d'expression plastique. Ils appelaient ça comme ça, où du coup, c'était pas de l'art appliqué à quelque chose, mais juste de l'art pour l'art. Et donc, on devait dessiner des personnages, j'aimais bien ça, et c'était la mode des blogs BD avec Margot Motin, Pénélope Bagieux. Et je trouvais ça intéressant d'en avoir un, moi, juste pour conserver ce truc de dessiner, même si c'est pas mon métier principal. Mais je voulais vraiment garder ce truc-là, donc j'ai ouvert un blog. Et je racontais des anecdotes de ma vie de tous les jours. Sauf que j'ai bien vite tourné en rond, parce que ma vie de tous les jours, c'était être freelance chez moi, donc il se passe pas grand-chose. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais raconter de plus intéressant. Et je me suis dit que l'histoire de Nantes, déjà, moi, ça m'intéressait de chercher des renseignements dessus. Ça m'intéressait aussi d'arrêter de dessiner des personnages et de dessiner plus de décors, parce que j'en dessinais pas. Et puis d'un autre côté, je me disais aussi peut-être que des gens de Nantes tomberont sur mon blog et viendront sur mon portfolio et peut-être me commanderont des logos. Mais c'est pas ce qui s'est passé, mais finalement on y arrive quand même, c'est assez drôle. Donc en fait, je me suis mis à dessiner l'histoire de chaque lieu nantais. Donc la Tourlue, l'histoire de la Place Royale, de l'éléphant, Je crois que j'en ai une vingtaine en tout sur mon blog. Et en fait, à chaque article, il y avait une vignette, tu sais, la miniature du blog, qui était vraiment un peu un format carte postale, mais c'était vraiment parce que c'était le format de ma vignette de blog. Et j'avais partagé ces vignettes-là sur Pinterest. Et donc, ça, c'était en 2012-2013, je crois, que je faisais ces articles-là. Et en 2017, j'ai commencé à recevoir des mails de temps en temps, pas très régulièrement, mais de temps en temps, de gens qui me disaient j'ai vu vos illustrations sur Pinterest, où est-ce que je peux en acheter ? Et j'étais, je les vends pas, c'est juste, moi je suis graphiste et puis l'illustration c'est comme ça quoi. Et finalement c'est une papeterie à Nantes qui est assez connue, c'est les Petits Papiers, qui m'a appelée en me disant, écoutez, il y a plusieurs personnes qui entrent dans la boutique et qui nous demandent si on a vos affiches, où est-ce qu'on peut se les procurer ? Et là je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Donc j'ai imprimé quelques-unes de ces affiches de Nantes que je vends du coup en affiches et en carte postale. Et ça marche hyper bien, mais tu vois, c'est une mode qui est apparue
d'un coup, parce que moi, ça faisait 4 ans que ça dormait sur mon blog, et puis là, c'est hyper à la mode. Il y a plein d'autres illustrateurs qui se sont mis à faire des affiches de Nantes ou d'autres villes. Du coup, on est plein sur le marché, et moi, j'ai l'impression d'être sortie de nulle part là-dedans. Je sais pas trop comment. Mais finalement, tu vois, mon projet de base de me dire peut-être que les Nantais vont découvrir via le blog mon travail de graphiste, finalement, entre-temps, je suis devenue un peu, pas par hasard, mais un peu en autodidacte, je suis devenue illustratrice. Et du coup, les Nantais connaissent mon travail par les affiches et viennent quand même sur mon portfolio, plus pour de l'illustration maintenant, mais... Du coup, t'es presque plus illustratrice que graphiste maintenant. Maintenant, je suis un peu plus illustratrice que graphiste, ouais. En tout cas, c'est plus comme ça qu'on me connaît et c'est plus là-dessus qu'on vient vers moi. J'aimerais essayer de rétablir un peu un 50-50 parce que j'adore faire des logos et créer vraiment des identités visuelles. J'ai vu quoi ? La Carrière, il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'ai fait le logo pour La Carrière, qui est une salle de spectacle à l'origine à Nantes, qui existe depuis, je sais plus, 20 ou 30 ans, et qui n'avait pas de logo. D'accord. C'est assez fou. Et la gestion a été reprise récemment, là, pour du coup changer un peu son utilisation et en faire plus un lieu de séminaire et d'événements. Il y aura toujours des concerts, mais en fait, les salles sont plus trop à la dimension de ce qui se fait maintenant pour les concerts. Donc du coup, ils donnent un nouveau souffle à La Carrière et ils avaient besoin d'un logo pour communiquer. Donc c'est assez chouette comme projet. Et du coup, comment tu les as contactés ? Enfin, c'est eux qui t'ont contacté ? C'est toi qui as dit il n'y a pas de logo ? On va faire un logo ? Non, c'est eux qui m'ont contacté. C'est encore rigolo. On m'a recommandé. C'est une connaissance qui travaillait avec eux qui m'a recommandé. Et ils connaissaient mon travail parce que un des associés avait une affiche de, je sais plus, de 30 mous de Bouffet chez lui. Et il s'est dit, ah bah oui, du coup, oui. Je lui fais confiance, allons-y. C'est assez drôle. C'est inattendu, en fait, cette histoire de Nantes illustrée. Comme ça me ramène, en fait, des clients, et puis des clients qui ont confiance en moi parce qu'ils ont vu mon travail, en fait. Ah, du coup, c'est particulier quand même, parce que t'étais graphiste, et du coup, tu tends plus vers l'illustratrice. Ouais. Donc, comment est-ce que tu t'inspires pour un logo, par exemple ? Comment tu fais pour... c'est vraiment un pitch, un brief vraiment carré qui fait que, voilà, je veux cette couleur-là, je veux ce truc-là, et on débrouille, ou t'as un logo qui existe déjà, et il faut que tu te le réappropries et donner un truc nouveau ? Alors, les deux peuvent arriver. Je peux faire de la refonte de logo, donc un logo existant, et il faut le retravailler parce qu'il ne correspond plus aux objectifs de communication de la marque ou de l'entreprise. Sinon, pour une création de logo, on ne me donne pas forcément des couleurs ou des... Généralement, les gens, ils ont à peu près une idée en tête, mais ils ne savent pas trop si elle est juste, si stratégiquement elle est adaptée. Moi, mon rôle, en fait, c'est de les conseiller par rapport à leur positionnement, par rapport à la concurrence. Je sais pas, si dans leur domaine d'activité, par exemple, tout le monde communique avec du bleu ou du vert. Par exemple, dans les domaines de la santé, généralement, tous les logos sont bleus ou verts. Est-ce que ça vaut le coup de faire un logo rouge parce que c'est sa couleur préférée ? Je suis pas sûre, tu vois. Peut-être effectivement pas mettre le bleu ou le vert hyper courant et trouver un truc un peu, je sais pas, un peu menthe ou un peu pour être un peu plus original, ou mettre des touches de couleur, mais changer complètement de couleur, c'est un parti pris et ça veut dire quelque chose. Il faut que ça ait du sens par rapport à leur positionnement. Donc en fait, quand tu fais un logo, rien n'est laissé au hasard. La typo, les couleurs, faut que ça ait du sens par rapport à ce que tu veux communiquer à tes clients et comment ils doivent percevoir ta marque à travers son image. Enfin, comment ça se passe ? Parce que du coup, c'est compliqué, parce que peut-être le client, il a son truc en tête. Ouais. Et les employés aussi ont une autre idée en tête. Et toi, t'apportes un compromis entre toutes les idées qui existent Déjà, il faut cerner ce que le client a en tête, parce que entre ce qu'il a dans sa tête, comment il le dit,
parce que moi j'entends ce que je comprends et ce que je retranscris, il y a quand même beaucoup d'étapes Ouais. pour perdre le fil de ce qu'il avait à l'origine dans la tête. Donc moi je travaille en début de projet avec des mood boards, c'est-à-dire c'est des planches d'inspiration. Donc en fait de ce que j'ai compris de son brief, de ses objectifs de communication, je trouve des images qui existent déjà, des logos qui existent déjà. J'en fais plusieurs grands axes de propositions, généralement 3 sur un projet de logo. Donc ça peut être des logos, des couleurs, des textures, tout ce qui me fait penser que ça peut être cohérent avec son univers. Et à partir de là, je lui envoie et il me dit non, la piste 1, c'est vraiment pas du tout ça que j'avais en tête. La piste 2, vraiment, mais avec un petit peu de la piste 3. Et en fait, avec juste des supports visuels, sans même avoir commencé à travailler moi sur le projet, on arrive déjà à mieux se comprendre et moi je sais un peu plus dans quelle direction il faut que je parte. Après, c'est pas parce que le client me dit ma sensibilité va plus vers là que c'est forcément justifié par rapport à son activité, donc c'est à moi aussi de le conseiller. Après, je suis pas là pour le forcer non plus. Le client, il fait ses... Prends. Non, le client, c'est toujours le décisionnaire final, même si je suis pas toujours d'accord avec ses choix stratégiques. C'est lui qui prend la décision. Moi, j'ai plus un rôle de conseil et d'apporteur d'idées. Mais c'est une bonne idée de... Enfin, je sais pas si ça se fait couramment, mais le truc des moodboards, plutôt que de faire 3 versions d'un truc différent, et donc d'avoir travaillé, de laisser déjà une première étape où la personne dit voilà, c'est plus comme ça, c'est cool. J'aurais jamais... Enfin, non, j'aurais pas pensé à faire ça. Bah, ça se fait généralement dans le logo, ça se fait beaucoup. Ouais. Dans le logo, ouais. Plus dans le logo ou dans une commande d'illustration en général Dans une commande d'illustration, c'est plutôt généralement les gens qui viennent vers moi en me disant on voudrait un peu ça, et ils m'envoient des images. Ok. Parce qu'ils ont du mal à verbaliser ce qu'ils ont en tête en fait. Donc c'est plus simple pour eux. Bon tips. Non, puis c'est parfois hyper dur de se comprendre et de trouver les mots que l'un comme l'autre on comprend. Tu vois, mettre les mêmes mots sur les mêmes choses. Par exemple, sur les couleurs, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai retrouvé avec un client qui me demandait un noir plus lumineux. Et bah. Autant noir mat, je comprends. Mais Voilà, des fois, la personne trouve pas forcément les bons mots pour exprimer ce qu'elle veut corriger dans ce que tu proposes. Donc c'est... Et du coup, un noir lumineux, c'est quoi ? Je sais plus, je sais plus ce qu'elle voulait exactement. Mais non, parfois il faut essayer de reformuler, essayer de poser d'autres questions, d'aller un peu ailleurs pour revenir au sujet. C'est tout un travail de décortication. Décortiquage ? Un travail pour décortiquer chaque mot pour être sûr d'avoir bien compris le sens. Oui, parce qu'en plus les mots et l'objectif. Ah oui, c'est ça, mais c'est comme l'idée dont je parlais tout à l'heure. Une fois que tu as quelque chose en tête, la façon dont tu le dis et la façon dont moi je comprends ce que tu dis, on n'arrive pas à la même chose dans ma tête que dans la tienne. Et après, moi je dois encore retranscrire ce que j'ai compris sur le papier. Donc c'est beaucoup d'étapes. Ah, j'avoue. Compliqué. Est-ce que tu as d'autres inspirations ? Ouais, du coup, en illustration, j'ai pas mal d'inspiration. J'aime beaucoup les affiches des années 60, surtout les affiches de voyage, de transatlantique. Voilà, ce style d'affiche. J'aime beaucoup les affiches des années 20 aussi, tout ce qui est art nouveau. Et par exemple, dans mon bureau, il y a une affiche de la Compagnie du Chat Noir que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'il y a un chat, j'adore les chats. Et elle est jaune, j'adore le jaune. Oui. Et sinon, dans mes inspirations plus contemporaines, j'aime beaucoup le travail de Tom Ogomat, qui arrive à faire des illustrations avec des aplats de couleurs hyper simples. Généralement, il n'y a que 2 ou 3 couleurs. Et il arrive à créer des ambiances assez folles avec très peu de détails, très peu de couleurs.
dans mes inspirations du départ, j'en ai parlé pour mon blog, il y a Margot Motin et Pénélope Bagieux, qui vraiment m'inspirent toujours dans le trait des personnages. Je dessine plus beaucoup de personnages pour des commandes, je fais un peu de faire part de temps en temps, mais pas régulièrement. Mais du coup, dans l'expressivité des traits, en quelques coups de crayon, elles sont vraiment super fortes. Et c'est vraiment une grande source d'inspiration. C'est vrai. Depuis quand t'as envie ou que tu dessines? Enfin, depuis quand d'où ça vient? Tu sais à peu près l'époque où c'est venu comme ça sur le tard? Le dessin, depuis petite. Mais je pensais pas que ça pouvait être un métier, je crois. Je dessinais... j'ai eu toute une période, quand j'étais au collège, je crois, où je dessinais des fringues. Je dessinais des modèles de vêtements, et qui étaient hyper moches d'ailleurs. Quand je les revois, j'ai honte. Mais du coup, je me suis demandé à un moment si je voulais pas travailler dans la mode. Je savais pas trop ce que je voulais faire en fait, et c'est pour ça que le bac STI-art appliqué, c'est super parce que ça t'ouvre aux possibilités de tout l'art appliqué en fait, donc soit la mode, soit l'espace, soit la communication visuelle, soit le design de produits. Et du coup, pendant 3 ans, comme ça, tu touches un peu à tout. Et en fait, finalement, le graphisme, c'était ça qui me plaisait. Niam, 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 niam. En termes de technique, quelle est ta technique de dessin? Moi, je travaille sur Illustrator, qui est un logiciel à la fois super bien pour faire du logo, parce que c'est du tracé vectoriel. Alors, je sais pas si ça va parler aux gens, mais voilà, les vecteurs, tout le monde a fait des maths. Donc, en fait, c'est des tracés un peu mathématiques, Ouais, c'est ça. qui créent des dessins. Et du coup, Illustrator permet d'agrandir ou de rétrécir à l'infini. Donc c'est super pour des logos parce que généralement, tu as besoin de pouvoir les appliquer sur n'importe quoi et que ce soit toujours en hyper bonne définition. Et moi, en fait, je dessine aussi dessus parce que c'est le logiciel qui me plaît le plus. En vrai, c'est venu d'une contrainte technique à l'origine. Quand je dessinais sur mon ordi que j'avais pendant mes études, en fait, il ramait sur Photoshop. Ah. Vraiment, je pouvais pas dessiner sur Photoshop parce que ça le transformait en réacteur d'avion. Je pouvais rien faire. J'avais peur qu'il m'explose dans les mains. Alors qu'Illustrator, du coup, les fichiers sont beaucoup plus légers vu que c'est du vecteur et pas du pixel. Et donc du coup, je pouvais travailler plus de choses dessus. Donc je faisais des croquis dessus. Donc c'était pas de l'illustration encore, mais je faisais des croquis pour mes logos, pour mes travaux scolaires. Et en fait, j'ai pris mes habitudes sur ce logiciel. Et puis au fur et à mesure, j'ai peaufiné ma technique d'illustration dessus. J'ai découvert à ce moment-là Paco, qui est le compagnon de Margot Motin d'ailleurs. Qui dessinait aussi sur Illustrator à l'époque et qui avait fait des vidéos YouTube où il montrait ses techniques de dessin, et je me suis dit je suis pas un extraterrestre, tout le monde dessine sur Photoshop et moi sur Illustrator j'avais l'impression, tu vois, d'être toute seule. Et en fait non, j'ai découvert au fur et à mesure qu'on était plusieurs. Léa que t'as interviewée, je sais qu'elle bosse aussi sur Illustrator pas mal. Sur Procreate aussi, maintenant qu'elle a maintenant qu'elle a un iPad. Mais Paco aussi. Paco aussi, ouais, est passé sur Procreate. Donc pour l'instant, je n'ai pas cédé à la tentation, mais j'ai vu que Illustrator arrivait sur iPad. Donc ça 2020, va peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ça va peut-être être à budgéter dans ma trésorerie 2020, ouais. Moi qui bosse souvent, je bosse souvent à l'extérieur, je suis pas tout le temps chez moi parce que sinon tu deviens fou. Donc oui, je fais des coworking avec bande à part, et puis j'essaye aussi de travailler de temps en temps dans des cafés. Quand j'ai des rendez-vous, par exemple, comme j'habite à l'extérieur de Nantes, souvent je prends le train pour venir sur Nantes. Et du coup, j'ai souvent des temps de latence où
entre mon rendez-vous qui s'est fini et mon train qui revient, je me pose dans un café et puis je bosse. Donc à chaque fois, j'emmène mon ordi portable. Qu'un iPad, ce serait pratique. Mais effectivement, ce qui me freinait, c'est que j'utilise Illustrator et que Procreate, c'est une autre façon de faire. On est toujours dans la technique, du coup. D'ailleurs, tu parlais des paysages nantais. Ouais. Tu travailles d'après photo ou mémoire? D'après photo. Je me déplace pour prendre des photos moi-même parce que le cadrage fait partie intégrante de l'œuvre. Et je reprends pas les cadrages d'autres photographes que je trouve sur internet parce que du coup c'est une atteinte au droit d'auteur. Donc je travaille d'après photo. Généralement je recompose avec plusieurs photos. Par exemple la Tourlue, c'est pas possible de la prendre en photo comme je l'ai dessinée parce qu'il y a le pont devant. Donc voilà, je bricole et je travaille avec la photo à côté et puis j'essaie d'être précise. Est-ce que tu mets des détails cachés qu'on peut pas voir seulement si tu sais qu'il est là? Genre ton logo c'est une hermine, c'est ça? Ouais, depuis pas longtemps. Est-ce que tu caches une hermine dans l'image? Non, j'ai pas d'easter egg caché dans les... Non, mais c'est une idée. Je vais creuser cette... hermine dans le coin, trouvez-la. Ouais, mais c'était pas mon logo quand j'avais commencé mes affiches. En fait, l'histoire de l'hermine, c'est une incompréhension avec un client qui voulait des... En fait, c'est une biscuiterie bretonne qui voulait des hermines sur un document de communication. Et du coup, moi, j'avais dessiné une hermine dans l'histoire du château, donc je l'ai un peu retravaillée et je l'ai fournie au client donc dans son document. Et en fait, il me dit « Ah non, c'est pas du tout l'animal que je voulais, c'était les hermines, le symbole de la Bretagne, le petit, le petit dessin noir, là. » Bon, c'est plus simple, donc j'ai refait ça, mais j'étais un peu deg parce que je la trouvais jolie, mon hermine, donc je savais pas quoi en faire. Et puis finalement, l'autre jour, j'avais envie de repimper un peu mon logo, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de logo, c'est juste mon nom dans une typo assez simple. Et je trouvais que cette hermine, elle était chouette, qu'elle pouvait... Puis elle a une histoire en plus, du coup. Ouais. Mais je sais pas si ça restera mon logo, tu vois, je sais pas. Pour l'instant, elle est là. Bon, tant mieux. Tant mieux, t'as un logo maintenant avec une hermine. Et j'avais noté que tu faisais des paper toys. Ça t'est venu comme ça, d'un coup? Ouais, en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un stand sur le salon du mariage en 2017. À l'époque, je faisais beaucoup de faire-part illustré. Et du coup, on avait un espèce de deal avec le salon. En fait, on était plusieurs sur un même stand à partager, donc on avait un prix de groupe qui était intéressant. Et le deal, c'était qu'on propose des animations en échange quoi, de ce prix intéressant. Et du coup, je cherchais désespérément ce que je pouvais faire comme animation sur mon stand de faire-part illustré. Et je sais plus trop comment ça m'est venu, l'idée des paper toys, mais je trouvais ça chouette de représenter les mariés en personnages en papier découpé à monter soi-même. Et donc j'ai fait ça sur le salon du mariage. On avait imprimé plein de modèles différents et c'est marrant parce que ça a bien pris. J'ai eu pas mal de commandes après de paper toys personnalisés pour mettre soit en déco de centre de table, soit carrément sur le gâteau à la place des petites figurines en plastique. Donc non, c'était chouette. Parce que du coup, c'est toi qui fais le tout, genre le design, ouais. L'impression, ouais. la découpe. Non, généralement je l'envoie au client et il découpe et il colle lui-même. C'est une bonne idée. Ah, merci. C'est validé. Voilà, après si tu veux nous dire d'autres trucs sur tes techniques, des secrets, des machins, des trucs... Non, après des secrets, je pense pas que ce soit un vrai secret, mais sachez-le, les illustrateurs utilisent beaucoup la webcam de leur ordinateur pour se prendre en photo dans plein de positions incongrues qu'ils n'arrivent pas à dessiner. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup pour les positions des mains, parce que les mains, c'est hyper dur à dessiner. Et entre ce que tu as en tête et ce que tu dessines,
il y a toujours un truc qui cloche et t'arrives pas à savoir quoi. Donc moi, faut que je prenne des photos, faut que j'ai un support visuel. Donc j'ai plein de photos de ma webcam totalement absurdes où je tiens une spatule ou tu vois, pour avoir la bonne position de ma main. Je sais que j'ai vu des stories de Margot Motin qui le fait, mais elle, carrément, à un autre niveau, elle dessinait des sorcières, donc elle se prend en photo en train de sauter sur un balai pour avoir la bonne position. Et on est beaucoup d'illustrateurs à se prendre en photo comme ça et avoir des collections d'images totalement incongrues. Les mains, les pieds, c'est hyper difficile à dessiner. Les mains, les pieds, les vélos et les voitures, c'est mon cauchemar. Non, les yeux, ça va. Ah, les vélos, c'est un enfer. Non. Ah, c'est rond. Ah, c'est genre où tu mets la selle. Non, je sais pas. Ouais, c'est toute la structure, l'architecture du vélo. C'est hyper compliqué. C'est facile de côté. Oui. C'est très facile parce que du coup, les roues sont rondes. De rond à losange. Voilà. Tac. Mais alors, dès qu'il faut le faire en perspective, c'est le cauchemar. Tu vas prendre des photos de ton vélo et tu fais des... Non ? Alors, il y en a qui font ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi des logiciels de 3D, comme SketchUp, par exemple, qui est un logiciel gratuit en ligne, où t'as plein d'objets dedans. Donc, tu peux chercher un vélo et puis le tourner un peu dans tous les sens pour trouver l'axe qu'il te faut. Je sais que... je vais pas me souvenir du nom de cette illustratrice qu'on a parlé il y a pas longtemps. Elle faisait une BD avec tout un village vu du dessus et elle galérait avec la perspective. Donc elle a construit cette petite maison sur SketchUp et puis elle a trouvé la perspective qui l'intéressait. Et du coup, comme toute son histoire se passait dans ce village-là, ça permet aussi de garder sa cohérence entre les tailles des maisons, etc., la place de l'église par rapport au reste, tu vois. Tu tournes un peu l'axe et puis tu peux c'est trop bien. Insérer tes personnages, etc. Ça me fait penser à Davy Mourier, tu vois qui c'est ou pas ? Oui. La petite mort. Et je sais plus quand, il y a 3-4 mois, il faisait une BD, enfin il fait toujours des BD, mais il faisait une BD justement, et il montrait comment il faisait. Et genre, il prenait en photo par exemple, c'était un centre commercial, il prenait la façade du centre commercial et il dessinait grossièrement le truc, mais c'est justement pour avoir la ligne de fuite, les trucs comme ça et tout, parce que c'est vrai que c'est pas facile en fait de... Même le trottoir, comment c'est foutu par rapport aux lampadaires, aux arbres, les trucs, tu te dis... Comme quoi, c'est pas des magiciens, il y a de la technique, il y a de la débrouille pour trouver le... Là c'est des techniques de débrouille. Après, la perspective, il y a vraiment des techniques de calcul, mais c'est vraiment des maths. Et moi, tu vois, j'ai appris, mais du coup, ça prend un temps fou, parce qu'il faut que tu prennes ta règle, il faut que tu traces tes points. Et en fait, souvent, sur une commande client, t'as pas le temps de faire tout ça, en fait. Là, je pense que derrière toi, je vois Dr Pepper. Moi, c'est le mindfuck total à chaque fois, parce que son toit est toujours... Tu sais, enfin... C'est la perspective, elle est... Voilà, c'est isométrique, ouais. C'est pas... Tu vois de face et dessus en même temps. Ouais. Ça me fait penser aux anciens jeux vidéo, Mario et compagnie, Zelda. Ouais. Les maisons, c'est ça, genre tu vois la façade de carreaux et le toit en même temps. Disons que c'est pas en 3D, c'est perspective... je crois qu'on dit aussi perspective à cheval, mais je dis peut-être des bêtises. Et du coup, c'est un entre-deux... c'est pas une vraie perspective, c'est un truc vraiment comme si t'étais de face, mais faussement de face. Ouais, c'est Dr Pepper, c'est ça ? Ouais. Ok. Niam, 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 niam. Je t'ai vu en 2019 chez Loïc et Constantino. Ouais. T'avais ton stand et... D'ailleurs, en parlant de ça, on parle de bidouille d'illustrateurs, mais les stands et tout, c'est aussi de la bidouille, parce qu'il faut que tu te ramènes ta table. Et toi, j'ai vu que tu as une technique avec les porte-manteaux. Oui, je mets mes affiches sur des cintres pour pouvoir toutes les montrer, parce qu'au début, j'apportais 1 ou 2 cadres, mais c'est très vite lourd, et puis tu sais pas forcément où les poser. Et je disais aux gens, toutes les cartes postales que j'expose existent en affiches. Mais en fait, j'avais pas beaucoup de ventes d'affiches. Et maintenant que je les présente vraiment toutes, et que les gens peuvent feuilleter entre les cintres et regarder vraiment toutes les affiches, j'ai beaucoup plus de gens qui les achètent parce qu'ils ont besoin de les voir en grand, en fait, pour se projeter. Et puis c'est sympa, c'est un support original sur un stand.
T'as pas encore retrouvé d'autres personnes avec des cintres Si, j'ai vu l'atelier bûche sur un marché de Noël, le marché de Noël du bonbon, qu'elle a fait avec moi. Elle avait aussi un portant avec des cintres. Mais genre, c'est les mêmes affiches que tu mets à chaque fois? Oui. Ouais, est-ce que ça va se marquer un peu dans le... Ouais, elle s'abîme et puis il y a trace des de gens, doigts, il y a des gens vraiment, t'as l'impression qu'ils sont chez H&M quoi. Ils tournent ça mais à une vitesse, je me dis mais enfin c'est du papier, calmez-vous. Mais bon, après c'est des affiches que je laisse, elles sont là pour ça, elles sont là pour être abîmées. Ouais. Il y a plein d'enfants qui tirent dessus aussi parce qu'ils aiment bien, c'est hyper coloré. Enfin, non, faites pour être abîmé, non, mais... Bah si, celle sur mon stand, clairement, si elles s'abîment au fur et à mesure, c'est pas grave, elles resteront comme ça, un peu abîmées. Elles ont du vécu. Peut-être que vraiment, dans 3 ans, elles seront embouillies et il faudra que j'en mette d'autres, mais En bon. confetti. Mais du coup, des projets, est-ce que t'as des projets auxquels t'as participé dont tu veux parler, actuels, enfin, passé, présent, futur? Alors j'ai un projet qui va sortir bientôt, je crois que c'est au printemps. J'ai fait des boîtes métalliques avec mes dessins de Nantes. Donc typiquement les boîtes métalliques qu'on retrouve pour des boîtes de sucre par exemple. Ouais, enfin les trucs comme ça, je vois les assez hautes et... Ouais, je vois Ouais, très bien. pour les palais bretons, les biscuits, les petites sardines en chocolat aussi, des tout petits formats de boîtes. Donc j'ai ça qui va sortir bientôt, du coup dans plein de magasins différents. Je sais pas exactement la liste des magasins, généralement c'est plus en Bretagne dans les magasins touristiques. C'est toi qui t'occupes de la production? Non, on m'a contacté Ah. pour voilà, J'ai pas vu l'usine derrière utiliser avec... non, on m'a contacté pour utiliser mes dessins et on va peut-être enchaîner sur un projet avec des dessins de la Bretagne que je créerai du coup exprès Cool. pour ces boîtes-là et qui sortiront pas en affiche ni en carte postale. Ce sera juste des boîtes. C'est comme j'ai vu là, c'était hier ou aujourd'hui, je sais plus, Leroy Merlin? Oui. Leroy Merlin, c'est moi qui les ai démarchés. Pour le coup, je me baladais pour chercher des cadres parce que j'en ai toujours besoin pour mes marchés. Et en fait, j'ai vu des affiches de gens que je connais. De Matou, par exemple, qui est une illustratrice angevine. Et puis d'autres illustrations hyper locales, pas super connues. Et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est des gens qui les démarchent. Enfin, toujours pensé que Leroy Merlin, tu vois, ils avaient des fournisseurs qui leur donnaient... Une centrale, ouais, une centrale avec des gens qui leur fournissaient des illustrations qu'ils avaient sélectionnées on ne sait comment. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est les gens qui les contactent. J'ai demandé... voilà, je suis illustratrice, je vois que vous avez des illustrations de Nantes, est-ce que je pourrais vous proposer les miennes? Et puis on m'a dit bah oui. Et donc voilà, c'est tout bête. trop bien. Donc on peut te retrouver partout, enfin partout, à l'office de tourisme. À l'office de tourisme, au Petit Papier, à Leroy Merlin du coup. Je suis aussi au musée de l'affiche, qui a ouvert l'année dernière à côté de la Grue Jaune, qui est un super musée tout petit mais hyper intéressant. Je vous conseille d'aller voir. Et puis je suis dans d'autres petites boutiques. Je suis chez Comme Paulette, chez Charlou. Puis après, il y a toujours des trucs qui reviennent, genre la Belle Escale, des trucs comme ça, ou des expos ponctuels peut-être. Ouais, j'essaye de faire des expos régulièrement, mais comme j'ai pas de nouveautés, c'est compliqué de faire une expo sur des choses que les gens ont déjà vues. Donc j'ai fait une expo avec des originaux d'Inktober et mes affiches de Nantes l'année dernière. J'essaie de faire des marchés de créateurs régulièrement par contre pour rencontrer aussi mes acheteurs parce que Ça c'est cool, ouais. C'est chouette. Et puis j'aime bien, les gens ils montrent des photos, des affiches qu'ils ont mis chez eux et tout. C'est super chouette. Et alors peut-être que c'est un secret, est-ce que tu as déjà identifié la prochaine affiche, prochain endroit que tu voudrais illustrer? Non, en fait, je suis limitée par ma place de stockage, parce que je stocke tout chez moi. Donc j'ai 16 modèles d'affiches à l'heure actuelle.
qu'il faut imprimer en quantité pour pouvoir livrer les boutiques et alimenter ma propre boutique en ligne. Et ça prend de la place, ça prend beaucoup de place. Et du coup, je peux pas en fait créer une nouvelle affiche pour le moment parce que j'ai plus de place pour stocker. Donc j'attends de voir découler certaines affiches qui se vendent moins bien et de les arrêter pour peut-être en créer de nouvelles. Je vais voir comment ça évolue. Non, ça c'est une question, tu vois, que je me suis posée. À quel moment tu dis, tiens, je vais faire des quantités limitées, peut-être pour un événement particulier, mais à quel moment tu dis, tiens, j'en prime que 50, 100? Ça dépend de l'objet que tu crées. Et là, moi, mes affiches, c'est des affiches... c'est des objets faciles d'achat. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit en quantité limitée. Ou alors, il faudrait que j'en fasse des collectors, et c'est une autre démarche. Ouais. En revanche, j'ai fait un tirage luxe dont on a parlé tout à l'heure en letterpress. C'est une technique d'impression particulière. Du coup, sur un papier d'art avec une dorure. Donc là, déjà, c'est un autre coût de fabrication. Et pour moi, c'est pas destiné à une grosse production, quoi. Je voulais vraiment que ce soit un objet un peu collector. Je les ai tous numérotés et signés. Puis je les vends vraiment en tant que... Ça dépend de la destination à laquelle tu les destines. Ouais, okay. C'est ça. Je sais plus ce qu'on avait dit comme du coup projet. Ah oui, si. Donc, en termes de projet, j'avais vu que tu avais fait un livre jeunesse. Ouais. Il y a 1 an ou 2, je crois. Et tu avais comme projet, alors je sais pas si c'est en cours ou si c'est fait, mais je l'ai pas vu passer, de Nantes illustrée. Ouais. En fait, Nantes illustrée, j'aimerais bien en fait faire un recueil de toutes les notes de blog que j'ai fait sur l'histoire de Nantes, mais je me heurte à des soucis de droit d'auteur, parce qu'en fait, à partir du moment où tu commercialises le livre ou même les affiches, des cartes postales, il faut avoir les droits de l'architecte qui a créé le bâtiment qui est illustré. Ah oui. Donc moi j'ai obtenu les droits là pour toutes les affiches que je commercialise. Mais il y a des droits que j'ai pas obtenus encore. Genre la statue, je te parlais de la fontaine de la place Royale, ça c'est quelqu'un qui a encore des droits ou ça passe dans le domaine public à un moment donné? Ça passe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Ouais. Donc là ça va, le château ça va, la cathédrale ça va. La tour Lue, elle a été reconstruite après les bombardements. Donc le monsieur qui l'a reconstruit, l'architecte, n'est pas mort. Donc du coup, j'ai dû lui demander l'autorisation. La plupart me donnent l'autorisation gracieusement. Mais après, il y a certains endroits qu'il est difficile de convaincre. Par exemple, les machines commercialisent eux-mêmes des affiches de l'éléphant et du carrousel. Et donc, ils ne cèdent pas leurs droits à des tiers. Ce qui est totalement compréhensible. Mais après, il y a d'autres gens à qui j'ai demandé et qui répondent pas, donc que j'essaie encore de contacter pour savoir si je peux... C'est une chasse, parce qu'il faut ouais, trouver ça. qui... En fait, j'aurais aimé trouver un éditeur et pouvoir être appuyée par quelqu'un qui a plus de poids que moi, tu vois, pour... Puis qui s'en occupe aussi. Pour négocier, ou en tout cas qu'on soit deux à s'en occuper, parce que j'ai déjà fait une grosse partie du boulot. Mais en fait, comme c'est un truc entre eux, la BD et le guide touristique, les éditeurs sont un peu frileux parce que ça rentre pas dans leur collection. Ils trouvent le projet sympa globalement, c'est chouette, mais pas chez eux. Donc du coup, je pense à un financement participatif courant 2020. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Je pense que je pourrais pas mettre toutes mes notes de blog dedans, parce que j'aurais sûrement pas obtenu tous les droits, donc je ferai avec ce que j'ai, et puis tant pis, les autres elles resteront sur mon blog non commercialisé. Tu peux faire un appel à, pas à témoignage, mais genre, vu que t'as une communauté nantaise, genre vous connaissez pas l'architecte qui a fait machin, et puis essaie de débloquer le truc. Mais j'ai les noms des architectes, c'est juste qu'ils répondent pas forcément en fait. Il y a des gens avec qui je suis déjà rentrée en contact,
qui ont répondu à un premier mail en demandant plus d'infos. J'ai donné les infos, ils répondent plus. Donc après, moi, je suis très mal à l'aise aussi sur ce qui est relance, un peu, tu vois, pas harceler, mais essayer de secouer un peu les gens pour qu'ils te répondent. Je suis vraiment... je fuis. Toc alors. Oui, voilà, tout ce qui est démarchage et toquage aux portes, c'est pas mon truc. Donc, mais il faut que je me fasse violence et que j'essaye de faire avancer ce truc-là. Donc, c'est un projet pour 2020, c'est dans mes bonnes résolutions de l'année. Ok, bah c'est bon pour moi jusqu'à la carte blanche. Donc, Okay. Alors, une annonce à vous faire, très triste. Je pensais que Marion mangeait du tiramisu. Je lui ai fait un tiramisu au chocolat. Il est là, hein. Mais on s'est mal compris. Moi, j'avais dit que je n'aime pas le tiramisu. Je pense que je suis la première personne à casser le concept du podcast. Elle casse la chaîne. Je n'aime pas le tiramisu. Mais j'ai fait un super banana bread que je vais faire goûter à Arthur. Voilà, c'est le changement de concept. Maintenant, quand je viendrai chez les gens, ils me feront à manger. Miam, 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 miam. Donc nous revoilà du... Bah non, pas du tiramisu. Du banana bread. Du banana bread. C'était très bon. Pour une fois, c'est moi qui le dis. C'était très bon. Et ben, j'imagine que ton tiramisu était très bon aussi pour ceux qui aiment le tiramisu. Du coup, je ne saurais jamais. Nous voilà pour la carte blanche. C'est assez spécial. Quelle est ta carte blanche ? Et ben justement, le thème m'a beaucoup inspirée parce que j'aimerais parler des cartes blanches dans le domaine de l'illustration. Un peu à mettre en parallèle avec le syndrome de la page blanche. En fait, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont créatifs à partir de rien. Ils ont plein d'idées dans la tête et hop, ça fuse, ça part dans tous les sens. Et il y a des gens qui ont besoin de contraintes pour déclencher leur créativité. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. Alors, je sais pas si c'est une mécanique qui est due aussi à ma formation, parce que du coup, c'était de l'art appliqué à quelque chose, donc on partait d'un problème à résoudre pour créer quelque chose. Mais j'ai vachement de mal quand on me dit ta carte blanche sur ce projet, à savoir par où commencer et à être rien qu'à être inspiré en fait. Moi, je mettrais une troisième catégorie. Parce que là, je prends mon cas personnel. Carte blanche pour moi, pas de problème. Carte blanche pour les autres, plus compliqué. Je sais pas si ça fait la même chose pour toi. Genre tes affiches, c'est peut-être plus simple. Parce que t'as pas de time, de deadline. Non, pas mais de... tu vois, je m'impose quand même moi-même des contraintes. Tu vois, j'avais ce blog qui... Ça partait d'un problème en fait. Ce blog que j'arrivais pas à alimenter parce que j'avais pas trop Ah oui, donc tu réfléchis à un format. d'inspiration. Et je me suis dit, tiens, Nantes, ce serait un sujet plus intéressant. Ça me permettrait de dessiner plus de paysages, de bâtiments. Donc en fait, ça partait quand même d'un problème à résoudre. J'ai quand même ce truc-là. Et j'aime bien m'imposer des contraintes, même quand c'est pour moi que je dessine pour m'exercer. Par exemple, j'essaye de faire des challenges sur Instagram. Je sais pas si tu connais Inktober. J'en ai fait un il y a 2 ans, trop dur. Du coup, le principe pour les gens qui nous écoutent, c'est de dessiner chaque jour d'octobre, donc October en anglais, un dessin à l'encre, ink en anglais, donc Inktober. Après, ça a été détourné par plein de gens, donc c'est plus forcément à l'encre et c'est plus forcément sur les thèmes imposés par le challenge. Mais moi, j'aime bien le faire avec les thèmes imposés et m'imposer encore d'autres contraintes derrière si je peux. J'ai fait un abécédaire aussi en avril-mai. Oui. La contrainte, c'était juste un abécédaire. Moi, j'ai choisi de faire un abécédaire autour des déesses, de toutes les origines, toutes les cultures, au crayon, parce que j'avais envie de revenir au dessin sur papier. Mais tu vois, même pour moi, pour juste m'exercer, me délier le poignet, il faut que je me mette des contraintes. Et moi, c'est un cauchemar quand un client me dit ta carte blanche. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, et je pense que c'est une angoisse pour pas mal d'illustrateurs débutants aussi, ce truc de la page blanche là. Et je pense qu'il faut aller chercher le problème qui est derrière. Donc quand c'est un client, il faut
il faut chercher quel est son besoin, quels sont ses objectifs, et puis trouver un vecteur par lequel tu peux rentrer et être créatif. Et quand c'est pour toi, si vraiment t'as le syndrome de la page blanche et que t'es coincé et que t'angoisses, parce que y en a plein qui arrivent pas. Et en fait, c'est pas une fatalité, on n'est pas forcément créatif à partir de rien. Tu peux t'imposer des contraintes. Il y a des sites internet, par exemple, je sais plus le nom, la poulette magique, je ne sais plus. Un site internet tout bête où c'est un générateur de mots et ça te fait une phrase avec des mots comme ça tirés au hasard. Ça te sort une phrase et ça te donne ton thème de ton illustration. C'est tout bête. Il y a ça, tu peux trouver des références de poses pour t'entraîner à dessiner des personnages. J'ai vu il y a pas longtemps un générateur en 3D de crânes d'animaux pour pouvoir dessiner je sais pas, un crocodile ou un éléphant ou n'importe quoi dans l'axe que tu veux. C'est un peu comme C'est trop cool. comme SketchUp. C'est quoi le nom? J'ai pas le nom, mais je te le donnerai pour mettre dans les liens du podcast. Carrément. Il y a plein de choses pour s'exercer. Il y a plein de défis sur Instagram tout le temps. Il y a les Draw This in Your Style, qui sont des illustrations que des illustrateurs mettent à dispo pour que les gens les réinterprètent. Donc c'est aussi un super exercice. Il y a plein de super exercices à se donner. Puis des fois, ça te crée un déclic aussi sur toi, une thématique que tu avais envie d'aborder ou qui te parle un peu plus, et puis tu crées une série à partir de ça. Mais ça me fait penser à ça, il y a un truc qui pop dans ma tête, mais quand tu fais un logo, c'est toi qui tu peux créer par exemple la carrière, il n'y avait pas de logo, c'est toi qui as proposé le mot la carrière, ou c'était eux qui avaient un mot Non, c'était le nom de la salle à l'origine. Donc, c'est pas à toi de créer un mot à chaque fois Non. Ok. Bon, généralement les gens viennent... Puis c'est un autre métier après. Trouver un nom, le naming, c'est compliqué. Je l'ai fait... Mais Marion Point, comment t'as trouvé du coup? Marion Point, c'est très bête. C'est quand j'ai fait ma licence en multimédia, on devait créer son portfolio sur internet. C'était un exercice en cours. Et du coup, je devais acheter un nom de domaine. Et je sais pas, je trouvais ça rigolo, marion.com.fr, parce que je faisais de la com. Et du coup, j'ai écrit donc en toutes lettres marion.com et ensuite le .fr. Mais du coup, comme tu peux le voir, c'est pas du tout facile à épeler. Et du coup, en fait, c'est un peu problématique, mais comme moi je comptais pas rester indépendante, au début, ce portfolio-là, je l'ai gardé en me disant, ça me fait un truc en ligne, et puis c'est pas grave si c'est un nom compliqué en fait, parce que je vais pas rester comme ça indéfiniment. Et puis en fait, j'ai fait des missions en agence, c'est resté comme ça, je me suis fait connaître. Après, j'avais ce nom de blogueuse, du coup, Marion Point, pour aller avec le nom de mon site. Du coup, ça s'est fait comme ça, et puis maintenant, je peux plus trop m'en dépêtrer, mais ça fait rigoler les gens quand ils tombent par hasard sur mon site. Ils trouvent que le jeu de mots est marrant. J'ai un ancien camarade d'école qui était tombé dessus par hasard et qui m'a recontacté juste parce qu'il a trouvé ça rigolo et qu'il a fait « Ah je suis tombée dessus, je trouvais ça drôle et j'ai vu que c'était toi ». Et en fait, ça, cet avantage-là d'être marrant et pas facile à épeler mais facile à retenir, ça a l'avantage aussi que mon vrai nom est hyper commun. Je crois qu'on est... J'avais regardé les statistiques des prénoms et des noms de famille, là, on est 12 à être nés la même année, déjà, que mon prénom et mon nom. Et du coup, niveau référencement, c'est nul. Et Marion Point, c'est beaucoup mieux. On passe aux questions bonus. Ouais. Ok. Quel est ton mot préféré? J'ai pas de mot préféré. Il y a un mot qui me fait beaucoup rire parce que ça déclenche une réaction énorme chez mon chien. C'est promener. Il devient fou. Et j'aime bien aussi le transformer avec des mots qui ressemblent et voir comment il réagit. Je dis est-ce que tu veux programmer? Il me regarde vraiment bizarrement. Genre je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire, mais t'as pas dit le bon mot, tu t'es trompé.
C'est drôle. Sans transition, est-ce que tu peux nous recommander 3 artistes? Ouais, il y a Claire Prouvost, ou Prouvost, je sais pas comment ça se prononce, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et qui travaille autour des corps féminins, avec des lignes très franches. Moi, ça me fait un peu penser, par certains aspects, aux sculptures primitives, tu sais, avec des lignes très brutes. Elle utilise très peu de couleurs, des couleurs très vives, et elle a une vraie gestion de la couleur que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de jaune dans ses illustrations, c'est peut-être aussi pour ça que ça me parle beaucoup. Dans un autre style, mais aussi très coloré, il y a Shaya Prabhat. Alors c'est pareil, j'espère que j'écorche pas son nom. Il me semble qu'elle est indienne, ou en tout cas son travail tourne beaucoup autour de l'Inde. Elle arrive à mettre une multitude de détails dans ses illustrations, et surtout une multitude de couleurs. Et ça, c'est hyper dangereux. Quand on fait de l'illustration, le faux pas est très vite arrivé quand on essaye de mixer énormément de couleurs. Et elle y arrive, mais c'est une acrobate de la couleur, quoi. C'est merveilleux. Je suis vraiment en admiration devant ses dessins, parce qu'à chaque fois, c'est hyper cohérent, hyper beau, et tu vois tout l'univers de l'Inde, donc hyper coloré. C'est vraiment super joli. Et en troisième, je dirais Marie Boiseau, qui est nantaise aussi, depuis peu. Je crois qu'elle est d'origine nantaise, mais qu'elle y est revenue que récemment. Et elle travaille autour de la féminité, du corps de la femme, avec un positionnement vraiment féministe. Elle travaille autour des thèmes de la grossophobie, par exemple, des injonctions faites aux femmes. Elle a un travail très engagé, et en même temps avec des dessins très doux. Ok, donc est-ce que tu peux nous raconter une rencontre folle, étrange et étonnante avec quelqu'un de connu? Alors c'est rigolo parce que j'ai rencontré pas mal de gens connus, c'est bizarre de dire ça. En fait j'étais bénévole sur un festival de chorale, du coup à chaque année il y avait un artiste invité, donc j'en ai rencontré pas mal. Mais ma rencontre la plus improbable, c'est pas du tout sur le festival, c'était en vacances en Corse. Donc, j'étais tranquillement à la plage sur ma serviette en famille, que vraiment la tête sous mon chapeau, je ne voyais rien. je m'endormais doucement. Et j'entends un groupe de nanas arriver sur la plage qui rigolaient très fort, qui parlaient très fort. Et je me dis, c'est marrant, il y en a une, elle a vraiment la même voix que Florence Foresti. Et je relève le nez, et c'était Florence Foresti en maillot de bain. Improbable. Et c'était super drôle parce que ma tante adore chercher des coquillages typique de la Corse, c'est des yeux de Sainte-Lucie, et c'est sa passion vraiment. Quand on va à la plage, elle cherche dans le sable ces petits coquillages là, et donc elle est en train de faire ça, et ça intriguait vachement le groupe de copines qui sont allées lui demander ce qu'elle faisait, et tout le monde s'est mis à chercher ensemble des yeux de Sainte-Lucie sur le bord de la plage. C'était hyper drôle. Ok, donc Florence Foresti, je l'ai pas encore eu dans mon podcast. Et alors du coup, on parle de podcast, je sais que t'écoutes des podcasts. Ouais. T'as déjà écrit un article pour Bonaparte là-dessus. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques podcasts que t'écoutes actuellement? J'écoute pas mal de podcasts pour entreprendre. En ce moment, j'écoute beaucoup La Cohorte. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, ouais. J'aime bien aussi Le Gratin. Ouais, avec Pauline. Avec Pauline Léniaud, et principalement son format Les Leçons du Gratin, qui est super intéressant, où elle donne des astuces pour résoudre vraiment des problématiques marketing ou des problématiques business. Et moi, j'ai pas les codes. J'ai pas appris en fait à résoudre ces problèmes-là, donc je les vois, mais je ne sais pas quoi en faire. Sinon, j'aime bien C'est cool, c'est quoi ? C'est un podcast dont les épisodes ne sortent pas souvent, mais à chaque fois c'est autour d'une passion. Donc l'intervieweur prend 3 ou 4 personnes qui ont vraiment une passion en commun et qui racontent. Alors ça peut être... Là, le dernier épisode que j'ai écouté, c'était sur le géocaching. C'est des gens qui font des... C'est des espèces de chasse au trésor, en fait. Il y a des objets un peu cachés... Ok, je te parle sur caching, l'argent. Ouais. Ah non. Non, en fait, t'as des coordonnées GPS pour retrouver une boîte où il y a des petits trésors, et le but du jeu, c'est de trouver la boîte.
Ah bah je sais pas si tu participes aux éditions du Trésor. Non. Il y a les éditions... Alors c'est pas un podcast du tout, hein. Les éditions du Trésor ont sorti un bouquin, je crois tous les 2 ans, un truc comme ça, ils sortent un bouquin avec un objet caché quelque part. Et là, alors au moment où le podcast sort, ça sera fini, mais il y a un financement participatif qui est en cours, ou pas très loin d'être fini là. Ça s'appelle La légende de Montezuma, quelque chose comme ça. Et en fait, t'as une statuette en or de valeur de 50 000 euros à retrouver quelque part en France. Et c'est 2 énigmes, un livre à énigmes, et tu dois trouver la statuette. C'est chouette. Et genre l'an dernier, ils ont fait avec des diamants. Ah ouais. Ça devient intéressant. C'est Lord Sipan, pardon. Et sinon, un podcast super détente que j'écoute vraiment en travaillant parce que c'est pas prise de tête. J'écoute Laisse-moi kiffer, qui est un podcast de l'équipe de Mademoiselle, le magazine en ligne. Où du coup, c'est tout bête le principe. C'est généralement, ils sont 4 par épisode. Et ils se disent qu'est-ce qu'ils ont kiffé cette semaine. Donc un petit kiff, un gros kiff. Ils ont deux petites pastilles à faire chacun, donc ça fait 8 trucs à découvrir par épisode. Donc, ça peut être des livres, des séries, ou un truc qu'ils ont fait, tu vois, où ils ont découvert qu'ils avaient une capacité, où ils sont fiers d'eux. C'est hyper feel good. C'est chouette. C'est toujours la même clip qui revient c'est toujours les mêmes une fois sur 2. T'as deux Ok. grosses équipes et t'as des invités qui fluctuent entre les deux. Genre, voilà. C'est quoi tes 2 trucs, un petit et un grand, cette semaine? J'ai découvert une série sur Netflix qui s'appelle Un soupçon de magie, je crois. Je suis pas sûre du titre. Où c'est une nana qui tient une boutique et qui aide tout le monde. En fait, elle est un peu magicienne sans l'être vraiment. Tu sais, elle est du coup un peu télépathe. Elle devine toujours les trucs un petit peu avant tout le monde. Elle aide tout le monde à se soigner. C'est très mignonnet comme série. Tu sais pas trop où ça va, mais c'est pas très grave. Tu sais, c'est un peu comme les téléfilms de Noël sur M6. Donc ça, c'est mon petit kiff. C'est ce que je regarde en ce moment. Et en gros kiff, je dirais la formation que j'ai fait en novembre. Je suis allée à Paris pour faire une formation freelance avec un organisme qui s'appelle Soto, qui est vraiment dédié aux problématiques des freelances et pas des autres entrepreneurs. Et c'était hyper intéressant, ça m'a permis de vraiment remettre plein de choses à plat sur mon entreprise, sur les types de clients que je ciblais, comment je me vendais, comment je me positionnais. Et du coup, c'est un gros kiff parce que ça remet plein de trucs dans ma tête et il y a plein de vecteurs d'amélioration, plein de choses à faire. Donc, c'est aussi dans mes bonnes résolutions 2020 là, de booster mon entreprise et potentiellement mon chiffre d'affaires. Ça, c'est une vraie bonne résolution. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner sur l'illustration? Un livre, par exemple? Oui, j'adore les livres de Disney, The Art of. À chaque film, en fait, ils sortent un livre avec les coulisses des illustrateurs qui ont travaillé sur ce film. Donc on a tous les croquis, les recherches de personnages, les recherches de décors. On a la démarche derrière. Ils expliquent chacun pourquoi ils ont travaillé comme ça. Mon préféré, c'est celui sur Zootopia, parce qu'il y a vraiment tous les animaux dessinés. Et moi, j'adore dessiner les animaux, donc c'est hyper inspirant et on comprend vraiment comment ils ont construit leur univers avec des animaux de différentes tailles. En plus, c'est des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire qui se déplacent comme des humains. Et du coup, il fallait construire un monde cohérent avec des souris, des éléphants, des portes à la taille de chacun, des trains à la taille de chacun. Et c'est hyper intéressant de voir toute cette démarche. D'accord, merci beaucoup Marion de ton temps. Merci à toi d'être venu m'interviewer. Et puis à la prochaine fois. À la prochaine. Miam 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 miam. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 16 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir l'illustration du mois directement sur le site www.podcastlegouté.com. Portez-vous bien. Et pour ceux qui sont encore là,
j'ai envie de dire Panthère Rose.